Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, mesdames et messieurs, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous adresser mes salutations plus cordiales et ma reconnaissance renouvelée pour les relations de partenariat que nous entretenons ensemble. Alors, comme vous le savez, le 16 avril dernier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres donc, un plan de riposte pour la continuité de l'éducation dans le contexte du Covid-19. Alors, l'adoption de ce plan, donc, nous avons effectué donc, un certain nombre de travaux et de concertations avec l'ensemble des partenaires donc, du système éducatif pour avoir donc, leurs avis, leurs commentaires sur donc, le travail qui se profile. Et donc, ce plan de riposte est articulé autour de 2 points essentiels. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour donc, la continuité de l'éducation et donc la réouverture des établissements scolaires. Mais aussi, il y a quelques éléments stratégiques, donc l'information, la sensibilisation et la communication, et la coordination et le suivi et évaluation donc, de ce qui doit se faire. Alors, il faut dire que pour ce qui est de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, pour la continuité éducative, donc le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a décidé de s'appuyer sur les ressources numériques existantes, parce qu'on en a, et celles à créer, et a entrepris donc de mettre en place un dispositif d'enseignement-apprentissage à distance au profit des élèves, des apprenants, du préscolaire, du primaire, du post-primaire, du secondaire et de l'éducation non formelle. Et pour ce faire, donc, dans le plan, pour cette initiative, donc, on s'appuiera sur tous les canaux de communication que nous avons afin d'élargir la base d'accès donc, à cette forme donc, de maintien donc, des élèves dans le système éducatif. Donc, les médias publics et privés, donc la radio et la télévision, les applications numériques avec ou sans connexion à Internet, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de connexion, donc les contenus seront dans des clés USB. On me dira aussi que les clés USB, bon, il y en a qui en auront, mais qui ne sauront pas où les utiliser, c'est-à-dire l'absence donc de tablettes ou d'ordinateurs. Et donc, on prévoit aussi des polycopes ou des annales. Voilà. Maintenant, pour la production de ces ressources numériques, donc, nous avons mis en place 15 commissions pédagogiques pour la production de ces ressources et pour la production. Et donc, les enseignants ont été sélectionnés. Et pour les enseignants sélectionnés, ils sont suivis par des encadreurs pédagogiques qui préparent avec eux les leçons et puis qui les suivent donc, dans la leçon donc, qui est en train d'être administrée et enregistrée aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et donc, cette initiative donc, aussi est en cours. Je voudrais préciser vraiment que ce n'est pas une initiative qui va remplacer donc, l'enseignement. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne pourra pas atteindre tout le monde. On va essayer d'atteindre le maximum pour les maintenir dans l'apprentissage. Parce que si vous laissez des enfants en arrêt d'activité ou des élèves en arrêt d'activité pédagogique pendant 2, 3, 4 mois au retour, c'est très difficile pour ces enfants-là de retenir, même ce qu'ils ont gardé. Il faut les maintenir dans un dispositif d'apprentissage. Donc, ça n'a pas pour objectif d'évaluer les enfants ou de remplacer le présentiel. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, donc, justement, qu'il a été prévu dans ce plan de riposte, donc, la réouverture des établissements scolaires. Pour la reprise des cours, donc, cela nécessite l'analyse de la situation sanitaire, d'accord? Parce que l'objectif aussi de la réouverture des établissements scolaires ou la reprise des cours cette réouverture n'a pas pour objectif donc, de contribuer à la propagation de la maladie, mais c'est de travailler à sensibiliser davantage et à éviter donc que nous perdions cette année scolaire tout en travaillant à ne pas être des vecteurs de propagation donc, de cette maladie. Donc ça nécessite une analyse de la situation sanitaire, mais aussi de la situation sociale et économique, donc, qui sont nécessaires donc, à cette réouverture. Donc l'évaluation de la situation sanitaire,
les questions économiques et sociales aussi sont importantes, c'est-à-dire les déplacements des élèves, des enseignants et tout ça c'est nécessaire. Donc, pour nous, la reprise donc, de ces activités pédagogiques devrait être accompagnée donc, de la prise d'un certain nombre de mesures soutenues par des actions de communication pour assurer le succès. Donc, dans cet ordre d'idée, dans le plan de riposte, donc, des mesures préventives ont été édictées. Donc, pour ces mesures préventives, il s'agit de la désinfection, du nettoyage des établissements scolaires et des structures d'éducation non formelle. Ce n'est pas de tout. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que dans les zones où il y a eu des cas, c'est-à-dire que dans les villes où il y a des cas de coronavirus qui ont été déclarés, donc il serait bon de désinfecter les établissements scolaires, de les nettoyer avant l'arrivée donc des élèves. Et cela doit se faire avec l'accompagnement donc des agents de santé, des comités de gestion des établissements scolaires, des associations des parents d'élèves, des associations de mères éducatrices. Alors, le deuxième élément, c'est le port des masques de protection. Vous savez que le gouvernement aussi a adopté donc, une décision qui fait qu'à partir du 27 avril prochain, le port du masque est obligatoire. Et un des gestes barrières importants, c'est le port du masque. Nous portons tous le masque. Et donc, c'est ainsi que le gouvernement, dans le cadre du plan de riposte, a décidé donc, de confectionner des masques barrières artisanaux, réutilisables et lavables, à mettre à disposition de l'ensemble des élèves de notre pays, des enseignants et du personnel administratif des établissements. Donc nous avons évalué à un peu plus de 5 millions. Donc le nombre d'élèves, nous sommes à autour de 4 900 000. Si nous ajoutons le personnel administratif, nous ajoutons les enseignants, de l'ensemble des structures éducatives, publiques comme privées, donc nous sommes à plus de 5 millions. Et donc le gouvernement travaille donc à la confection et à la mise à disposition de 12 millions de masques pour que chaque enseignant, chaque élève, chaque personnel administratif des établissements scolaires puisse être doté donc, de 2 masques réutilisables et lavables. Et à ce niveau, justement, le gouvernement a décidé donc, de confier cette confection-là à une structure à but non lucratif. Donc c'est la Confédération Coton Textile Habillement qui regroupe l'ensemble de la chaîne de valeur donc, du coton dans notre pays avec l'appui de l'armée burkinabé. Et ce sont ces structures qui ont travaillé à déterminer donc, le prix qui est évalué à 250 francs CFA. Et donc, si vous faites un calcul rapide, ça nous fait 3 milliards de francs CFA. Alors, le gouvernement aussi s'est engagé à une troisième initiative dans le cadre du plan de riposte. Donc, c'est le lavage des mains. Donc, tout comme le port du masque, le lavage des mains constitue une mesure barrière contre la propagation donc, de la maladie. Donc, le gouvernement s'engage donc à doter l'ensemble des structures éducatives donc, de savon pour le lavage des mains. Et nous travaillerons avec donc, la communauté éducative, c'est-à-dire les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires, les APE et les AME. APE, c'est les associations de parents d'élèves, les AME, c'est les associations de mères éducatrices, pour accompagner donc, en termes de dispositifs de lavage des mains. Donc, il ne s'agira pas d'avoir des dispositifs sophistiqués. Nous avons dans des écoles primaires des dispositifs développés avec des bidons, des bidons d'huile de 20 litres et des tiges et des fils. Ça permet de faire un lavage de mains qu'on appelle tipi-tac. Donc ça permet de le faire. Et donc on va demander l'accompagnement pour que cela puisse se faire partout où il n'y a pas de dispositif. Et les parents d'élèves vont accompagner pour la disposition en eau. Parce qu'il y a des structures, malheureusement, où nous n'avons pas encore d'eau potable, où des forages sont dans un état de non-marche, on pourra accompagner. Il y en a où il y a l'eau courante, mais il y a des problèmes de coupure. Et donc, c'est demander aux parents d'élèves de contribuer justement à l'approvisionnement en eau. Il y a aussi d'autres initiatives, comme celle de faire en sorte que les enfants puissent venir à l'école avec un bidon d'eau chaque matin. Et ils utilisent cette eau pour se laver les mains et tout. Donc, c'est des choses comme ça qui sont sur le terrain, qui pourraient être opérationnalisées, mais en fonction des cas. Pour ce qui est des mesures administratives et pédagogiques qui doivent être mises en place, donc, c'est la question d'abord du calendrier. Mais vous savez, c'est une situation dynamique. Parce que pour cette maladie, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Et comme donc on regarde la situation, on l'évalue, donc dès qu'on pourra reprendre, en ce moment, on pourra déterminer un calendrier bien précis, aussi bien pour les examens que pour les classes. Pour le moment, le gouvernement, à travers donc, le communiqué que vous avez reçu, a fixé la reprise pour le 28 avril
mais a précisé dans ce communiqué que des concertations sont en cours pour faire en sorte que les conditions optimales de sécurité sanitaire soient réunies avant donc le retour à l'école. Et donc le gouvernement apprécie actuellement toutes ces situations afin d'y apporter des solutions pour une reprise. Alors, pour ce qui est du plan de riposte, donc l'acquisition du savon pour tous les établissements pendant un certain nombre de périodes, la question donc des technologies de l'information et de la communication et la question des masques, tout ceci s'évalue à 8 milliards 253 millions 975 220 francs CFA. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces de partenaires, le Partenariat mondial pour l'éducation qui s'engage à nous apporter une contribution, un don de 10 millions de dollars pour le plan de riposte. Il y a aussi donc la Banque mondiale qui nous accompagne, donc à hauteur de 5 millions de dollars à travers le projet d'appui à l'enseignement supérieur auquel un don avait été fait, mais l'enseignement supérieur donc, a décidé de nous octroyer 5 millions de dollars pour nous accompagner dans la question de la continuité pédagogique pour le défi sécuritaire et donc pour le Covid. Donc, il y a aussi l'UNESCO avec laquelle nous sommes en train de discuter pour un appui d'un peu plus de 100 millions de dollars. Il y a l'ISESCO qui a offert 25 millions. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas loin donc de réunir les ressources pour ça. Et nous avons eu une réunion hier, avant-hier, avec les partenaires techniques et financiers pour voir comment donc, justement ils pourraient accompagner davantage pour la mise en œuvre de ce plan. Alors, on va me dire que c'est bien, c'est beau, on va peut-être reprendre, mais en reprenant, il y a un autre défi, c'est le défi lié à la fraude sociale. Donc, c'est vrai que bon, nous sommes dans un ministère qui est permanemment donc, animé, justement au regard de sa taille, au regard des acteurs, au regard aussi du nombre de partenaires sociaux que nous avons. Nous avons 25 structures syndicales. Et pour ce faire, donc, le gouvernement avait signé le 27 janvier 2018 un protocole d'accord entre lui et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Il y avait eu un mouvement d'un peu plus de 4 mois. Et à travers ce protocole d'accord, le gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre 56 points. Donc nous avons à la date d'aujourd'hui mis en œuvre donc 40 points. Le 40e, c'est l'adoption du statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. Et à l'intérieur, donc, il y a une activité, sur les 16 activités en cours, il y a des activités en cours de mise en œuvre relatives donc, à la correction des indemnités de logement, des indemnités spécifiques harmonisées et la bonification d'échelons. Alors, il faut dire que pour l'indemnité de logement, c'est une mise en œuvre qui a démarré en septembre 2018, comme pour l'indemnité spécifique harmonisée. Et l'indemnité de logement concerne les enseignants qui sont en classe, qui pratiquent, et les encadreurs pédagogiques qui sont sur le terrain. Pour l'indemnité spécifique harmonisée, ça concernait l'ensemble donc des agents. Alors, c'était en cours de mise en œuvre en 2 phases. Une première phase en 2018 d'un certain montant et une deuxième tranche en 2019 pour boucler et poursuivre. Donc, en février 2020, fin janvier, début février 2020, la coordination des syndicats de l'éducation a saisi le Premier ministre en demandant que le gouvernement prenne des dispositions pour urgemment traiter donc ces points-là. Et donc le Premier ministre a instruit donc les ministres en charge de la question pour que des initiatives soient prises pour accélérer donc le processus. Donc à l'issue d'un conseil des ministres, donc le chef de l'État et le Premier ministre ont instruit donc le ministre de la fonction publique, le ministre en charge de l'éducation, le ministre des Finances, en charge des Finances, à l'effet de prendre des initiatives pour accélérer le traitement. Ce que nous avons commencé à faire depuis le mois de mars. Malheureusement, c'est une initiative qui est ralentie avec donc, la situation de la pandémie du coronavirus. Mais déjà, ce que je peux vous dire, pour le mois de mars, pour les indemnités de logement, on a le mois de mars 40 788 agents qui ont bénéficié de la correction de cette indemnité avec rappel et 15 518 en fin avril, pour une incidence financière globale pour les 56 306 agents que j'avais divisé en deux, de 4 687 394 275 francs CFA. Pour ce qui est de l'indemnité spécifique harmonisée, en fin mars, donc 46 207 agents ont bénéficié de la correction et du rappel et 15 818 agents en fin avril, donc ce qui fait 62 026 agents pour les 2 mois avec une incidence financière globale de 3 milliards 25 millions de francs CFA. Et pour la bonification,
4310 agents ont bénéficié de cette bonification en fin mars, 2263 en fin avril, pour une incidence financière globale de 2 818 539 159 francs. Et il y a 10 251 dont les actes de bonification ont été pris. Si nous revenons au début du traitement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 88 441 agents, enseignants en classe et encadrés sur le terrain au total qui ont bénéficié de l'allocation des taux révisés de l'indemnité de logement. Donc 77 206 qui ont bénéficié de l'ensemble, 2018 contre 2019, et 11 235 qui ont bénéficié du taux de 2018. Et c'est ces 11 235 qui restent, qui doivent bénéficier de 2019 pour qu'on puisse boucler donc, le traitement de cette indemnité. Pour l'indemnité spécifique amortisée, il y a 110 373 agents au total qui ont bénéficié, soit des 2 années, soit de 2018, et dont 89 699 agents qui ont bénéficié des 2 taux. Donc eux, ils sont dans la dynamique, ils bénéficient de ça à tout moment. Et 20 674 agents qui ont bénéficié que de l'indemnité de 2018, pour lesquels nous sommes en train de faire les traitements pour qu'ils bénéficient. Et si on le finit, on aura aussi bouclé. Et pour la bonification d'échelon, donc il y a 99 000 agents bénéficiaires potentiels. Parce que pour bénéficier de cette indemnité, il faut cette bonification, il faut être titularisé. Et sur ces 99 000 bénéficiaires potentiels, dont le traitement a commencé en mars 2019, il y a 78 371 agents qui ont un acte de bonification. Donc, ils peuvent bénéficier du traitement financier. Mais parmi ces 78 371 agents, il y a 66 852 qui ont bénéficié de l'incidence financière d'un montant de 20 971 748 329 francs. Donc au total, donc depuis le début du traitement en on va dire en septembre 2018 pour les 2 indemnités et à partir de mars 2019 pour la bonification, nous sommes donc à une incidence financière globale du traitement. Parce que dès que vous bénéficiez de ça, chaque mois vous bénéficiez. On ne fait pas le calcul comme ça, mais on fait un calcul mois par mois de ce qu'on a mobilisé pour pouvoir mettre en œuvre l'opération. Et ça nous fait une incidence financière de 75 293 58 368 francs CFA. Donc ça, c'est des efforts qui sont faits aussi en faveur du personnel, du monde des agents du ministère de l'Éducation, en rapport donc avec donc, la mise en œuvre donc, du protocole d'accord. Maintenant, il y a d'autres actions en cours, la suite du traitement, de la bonification, de la titularisation, parce qu'il y a des dossiers, ça c'est en cours. Il y a les 1000 instituteurs adjoints certifiés qu'on a recrutés, donc qui doivent être donc mandatés. Ce n'est pas encore fait, comme je vous ai dit, ça devrait commencer, mais avec la situation de pandémie, c'est au ralenti. Il y a les professeurs PGEN, bénéficiaires du programme Emploi Jeunes pour l'éducation, parmi lesquels 839 ont été recrutés. Ce travail aussi doit se faire, ainsi de suite. Alors, le dernier élément avant de terminer, lié à cette situation, c'est la question de la suspension de salaire. On en a beaucoup parlé. Je pense que le gouvernement, à travers le ministre porte-parole du gouvernement, en a fait un point. Donc, c'est de dire que, vous vous souviendrez effectivement que 14 syndicats de l'éducation ont adressé une correspondance au chef de l'État, donc à l'effet donc de contribuer à la lutte contre le Covid en arrêtant toutes les différentes actions donc de boycott qui avaient été opérées depuis le 20-21 février 2020 et qui ont décidé d'arrêter et qui ont appelé donc le chef de l'État à la clémence pour le rétablissement donc des salaires donc suspendus. Et donc, au regard de cela, le chef de l'État, justement, en tenant compte de cela, a demandé au gouvernement donc, de regarder cette question et de prendre des initiatives en faveur donc, de ce qui a été sollicité. C'est ainsi que, pour le mois d'avril, donc, le gouvernement a rétabli donc, les salaires donc, qui ont été suspendus. Il y a quelques cas résiduels, il y a quelques agents dont les salaires n'ont pas pu être rétablis, ça va se faire. Et partout où il y avait éventuellement des erreurs, parce que donc, au niveau des concentrés, certains directeurs nous ont réadressé des correspondances pour dire qu'il y avait quelques erreurs dans l'envoi de la situation. Donc, au niveau du gouvernement, donc, nous avons pris en compte donc, ces réclamations. Et donc, nous avons rétabli et rappelé donc, le salaire suspendu en mars et en avril pour ces agents pour lesquels il y avait eu des erreurs. Et pour le reste, c'est le rétablissement du salaire du mois d'avril donc, qui a été opéré.
Et à ce niveau, donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette suspension de salaire que le gouvernement a opérée sur certains agents n'est pas du tout liée à la grève qui a été effectuée du 16 au 20. Parce que après le 16, les salaires ne sont plus traités. Et du 16 au 20, il n'y avait plus cours. Donc on ne pouvait pas dire qu'un enseignant en classe ou un encadreur pédagogique sur le terrain qui allait en grève. Il y a des agents de bureau qui sont au bureau au niveau des structures du ministère en charge de l'éducation qui ont observé le mouvement de grève. Et là, à ce niveau aussi, il y a des textes réglementaires clairs là-dessus. Donc, c'est en fonction du nombre de jours. Et ce travail aussi est en train d'être fait pour que ceux, effectivement, qui ont observé le mouvement puissent voir aussi des retenues conformément au texte. Cette suspension est liée au fait qu'elle est conforme donc, à des décisions prises par les plus hautes juridictions de notre pays et en lien avec donc, des mouvements d'humeur organisés tels que le refus d'évaluer, le refus de participer aux évaluations, le refus de remettre des notes, le refus de participer aux activités donc organisées, etc. Ça, c'est un certain nombre d'éléments différents donc de la grève qui ont été organisés par des agents et c'est pour cela que, conformément donc justement au texte, les salaires avaient été suspendus. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport donc au plan de riposte, aux initiatives qui sont prises pour une réouverture donc progressive donc des cours. Je vous remercie. Zango Karim, Radio Optima. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'en tout cas les salles de classe seront désinfectées. Moi, je me pose la question, pourquoi on attend toujours à la dernière minute pour procéder à la désinfection des salles de classe lorsqu'on sait que les salles de classe ont été fermées depuis très longtemps? Maintenant, la question qui suit concerne les cours que vous avez dit tout à l'heure qui seront en tout cas sur le support et consorts et les élèves qui sont dans des zones où il n'y a même pas de courant. Ils font comment pour pouvoir justement prendre part à ces cours-là? Qui va leur expliquer ces cours aussi? Voilà. Merci. Merci Asmao Dao de Radio Omega. Le ministre est revenu. Je voudrais surtout la précision, les prix de 300 et 250 et qui achète à 250 francs, les élèves, le personnel administratif et comment ça va se passer? Merci. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le communiqué du ministre donc, en charge du commerce est en lien avec donc, les différents calculs qui ont été effectués avec la Confédération Coton Textile Habillement, qui a la charge aujourd'hui donc, de la confection des masques pour le système éducatif. Et à ce niveau, le prix d'achat est de 250 francs CFA. Donc c'est à partir de ces prix-là que le ministre du Commerce a pris donc un texte pour fixer un prix plafond en disant que pour les masques artisanaux, barrières, réutilisables et lavables, qui seront confectionnés conformément à la norme de l'agence burkinabé, la norme qui a été donc adoptée par le ministre du Commerce à travers l'agence burkinabé de normalisation, ces masques ne devraient pas dépasser 300 francs CFA. C'est un peu ça. Maintenant, nous, les masques que nous avons commandés à un prix unitaire de 250 francs CFA avec la Confédération. Et l'ensemble de ces masques-là, qui ont un coût de 3 milliards de francs CFA, seront acquis par l'État burkinabé et mis à la disposition gratuitement de l'ensemble des élèves de notre pays, à raison de 2 masques par élève, que ces élèves soient dans le public comme dans le privé, et à l'ensemble des enseignants du public comme du privé, et ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif de ces établissements. Voilà. Donc, les 250 que j'ai annoncés ici, ça c'est le prix donc, arrêté avec la Confédération, donc, qui nous donne donc, pour les 12 millions de masques une évaluation budgétaire de 3 milliards de francs CFA. Maintenant, pour le ministre du Commerce, la circulaire donc, fixe un montant plafond des masques donc artisanaux confectionnés conformément à la norme qui a été édictée à un maximum de 300 francs CFA. Donc, c'est la différence. Donc, pour nous, les masques que nous commandons, qui sont en train d'être fabriqués actuellement, ils vont être distribués gratuitement à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des enseignants et à l'ensemble du personnel administratif. Alors, pourquoi attendre maintenant pour désinfecter? Nous n'avons pas encore repris les activités. Donc, nous disons que dans le cadre de la reprise, c'est des actions qu'il faut mettre en œuvre dans des zones où il y a eu effectivement des cas de Covid. Ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les établissements. Il faut être très précis. Sinon, il y en a qui vont attendre qu'on désinfecte avant d'y aller. Donc, c'est dans des établissements bien ciblés. Et ça va se faire avant la reprise donc, des cours.
Alors, pour ceux des zones sans accès à l'électricité et tout, c'est pour ça que nous avons utilisé tous les supports possibles. Tous les supports possibles ont été utilisés. Donc, il y a la télévision. On me dira qu'il y en a qui n'ont pas accès à la télévision, ce qui est vrai. Il y a la radio. Nous allons contractualiser avec une cinquantaine de radios, donc des radios au niveau national et des radios communautaires, un peu plus de 50. On me dira qu'il y en a qui n'ont pas de radio et tout, je comprends. On a décidé aussi d'avoir des contenus numériques sur des sites. Donc on a un site du ministère que nous avons lancé aujourd'hui. Donc c'est un site qui est une plateforme donc, de contenu numérique où il y aura les contenus vidéo, les contenus audio et puis les contenus numériques donc, qui ont été montés, scénarisés conformément donc, aux normes qui seront aussi postés à ce niveau et des élèves pourront avoir accès. Maintenant, on dira qu'il y a tous ceux qui n'ont pas accès, ils font quoi? On a prévu aussi des polytops et des annales pour ces personnes. Il y a d'autres, ça va être des clés USB parce qu'ils ont des ordinateurs ou des tablettes, mais ils n'ont pas accès donc, à Internet. Mais pour tout le reste qui n'a accès ni à l'un ni à l'autre, donc eux, ils auront accès aux annales et aux polycopes. Maintenant, qui va leur donner des cours? Comme j'ai dit, qui va leur expliquer et tout? Nous sommes dans un processus où cette initiative n'a pas pour objectif d'achever l'année scolaire. Ça a pour objectif de maintenir le maximum d'élèves dans la continuité pédagogique. Pour éviter que quand on va reprendre, si c'est un délai un peu long, qu'on ne soit pas à reprendre une nouvelle année. Si vous gardez ces enfants-là, actuellement, vous voyez ce qui se passe. Les enfants, pour la plupart, sont abandonnés, donc ils sont chez eux, il y en a qui sont en train de s'amuser toute la journée et tout. Si vous laissez 6-7 mois et vous ramenez ces élèves-là, il y a des élèves qui n'auront même plus leur cahier. Il y en a qui n'auront plus les livres qu'on leur a distribués. Donc vous aurez trouvé de nouveaux élèves qui sont là avec une nouvelle année scolaire. Donc c'est pour maintenir cela, de façon à ce que la reprise soit facilitée. La reprise, il y aura certainement des révisions et tout. C'est pour ça que cette initiative est faite. Donc elle n'est pas parfaite, mais on essaie d'utiliser tous les canaux possibles pour toucher le maximum, afin de réduire, un tant soit peu, les inégalités que nous avons dans notre système éducatif. Hervé Kaboré de Radio Burkina. Monsieur le ministre, la reprise annoncée dans le communiqué, c'est le 28. Nous sommes à 4 jours aujourd'hui, vendredi, donc dernier jour ouvrable. Les concertations sont menées. Et si, toutefois, par rapport aux mesures que vous avez annoncées, est-ce objectif qu'on puisse reprendre le 28 dans 4 jours, alors qu'on sait que rien n'a été désinfecté d'abord, les masques ne sont pas disponibles à ce que je sache. Alors, rassurez-nous, parce que beaucoup d'élèves aussi sont pris au piège, parce que les cours ont été suspendus avant les mesures de quarantaine. Donc, beaucoup sont rentrés à Ouaga, peut-être ils ne peuvent plus repartir en province, là où il fréquentent. Alors, monsieur le ministre, rassurez-nous, c'est dans quelle zone, c'est dans quelle localité les cours pourront reprendre le 28 exactement? Saïdou Kaboré de la radio scolaire. Concernant la réouverture des classes probables le 28, un grand nombre d'enseignants ont quitté les écoles pour les villes pour les congés. Comment va se faire le retour de ces enseignants pendant que plusieurs villes du pays sont en quarantaine? Pour la question de la reprise, comme j'ai dit dans le communiqué a été assez précis. Donc la fermeture est prolongée jusqu'au 27 pour une reprise donc le 28. Mais il a été précisé que les concertations sont en cours pour donc apporter donc les conditions optimales sur le plan sanitaire et sécuritaire de réouverture des établissements. Donc c'est vrai qu'il nous reste 4 jours, donc vous serez informés de ce qui sera arrêté par le gouvernement d'ici là. Si on décide de reprendre, vous serez informés. Si on décide encore d'autres aménagements possibles, ça va se faire. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas de décision arrêtée. Le gouvernement est en train de travailler sur cette question. Et donc, je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Vous serez situé. Et vous rassurez que dans la dynamique du gouvernement, si vous suivez, c'est maintenant qu'on voit une fixation sur le 28. Parce qu'à partir d'un certain moment, on a vu des initiatives donc, commencer avec des concertations. Sinon, on avait arrêté donc, les activités pour une reprise le 1er avril. À l'approche du 1er avril, les conditions n'étant pas réunies, ça a été repoussé au 14. À l'appréciation, à l'approche du 14, ça a été repoussé au 28. Le gouvernement avisera, donc ça se fera, il n'y a pas de problème. Si on doit reprendre, vous serez situé. Si on ne doit pas reprendre avec des aménagements spécifiques, vous serez situé. Maintenant, comment se fera le retour des enseignants? J'en ai parlé un peu dans la déclaration liminaire. Il y a un ensemble donc, de mesures en amont qui doivent permettre la réouverture des établissements scolaires.
comme cette question à analyser. Si on doit reprendre, il faut voir comment effectivement les enseignants qui sont bloqués dans certaines localités pour raison de quarantaine puissent se déplacer, mais aussi des élèves qui sont aussi bloqués pour des raisons de quarantaine et tout. Donc toutes ces questions-là sont effectivement, ça c'est des aspects techniques. Il y a le plan de riposte, mais maintenant il y a les aspects techniques de mise en œuvre du plan de riposte. Donc c'est des éléments que nous avons à notre niveau et vous serez aussi situés à l'occasion. Moi c'est Michael Tougri de la télévision True TV. Vous aviez dit que dans la mise en œuvre de ce que vous appelez les cours pour maintenir les élèves à l'école, vous avez discuté avec les partenaires. Est-ce qu'on peut savoir tous les partenaires sociaux ont été associés à cette réflexion? Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que de temps en temps, monsieur le ministre pense à une année blanche? Est-ce qu'il pense souvent à ça? Merci bien. Bourima Kindo, journal Le Pays. Alors, monsieur le ministre, en attendant l'ouverture des classes, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les enseignants des écoles privées? Est-ce qu'il y a des échanges entre vous et puis avec les promoteurs d'écoles privées pour un temps ça peut aider nos amis, nos frères qui actuellement tirent le diable à la queue? Deuxième question, vous venez de dire que 14 structures syndicales ont adressé au chef de l'État évidemment une correspondance demandant sa clémence. Et vous venez de dire que les coupures plus ou moins seront rétablies. Et qu'est-ce qui est fait pour les 11 autres structures syndicales qui restent? Et ma deuxième question pour suivre, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'arbitraire dans la suspension ou la coupure des salaires de vos partenaires sociaux? Ibrahim Zongo de la télévision Burkina Info. C'est concernant les partenaires sociaux, notamment les syndicats en grève qui ont fait l'objet de coupures au mois de mars. Vous avez dit pour le mois d'avril, ça a été rétabli. Mais ces partenaires sociaux sont formels. Si leurs salaires ne sont pas rétablis, il n'y aura pas de reprise de cours. Allez-vous évoluer sans eux ou bien vous allez négocier encore? Merci. À la question de savoir si les partenaires ont été associés, tout à fait. Vous avez dû voir un peu dans les réseaux sociaux la fuite d'un brouillon qui était un document de travail dans le cadre donc, de l'élaboration du plan de riposte que le gouvernement devait examiner. Donc, nous avons rencontré donc, l'ensemble des partenaires. Nous avons rencontré toutes les fêtières des établissements privés. Nous avons rencontré les parents d'élèves. Nous avons rencontré l'ensemble des structures syndicales donc, du ministère en charge de l'éducation. Et à l'issue des différentes rencontres, nous leur avons donné le document de travail à enrichir avec des propositions et tout. Et c'est de là même qu'est partie justement donc cette fuite. Donc tout le monde a été associé. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, c'est une autre question. On ne peut jamais être d'accord sur tout, mais à un moment donné, il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui est chargé aussi en matière de redevabilité à terme de pouvoir dire ce qu'il y a à faire. Donc tout le monde a été associé. Maintenant, chacun appréciera son niveau d'association dans le travail qui a été fait. Chacun pourra apprécier. Maintenant, est-ce que le ministre par moment pense à une année blanche? Non, je pense qu'il faut travailler à la sauver. Justement, parce que personne ne souhaite voir une année blanche parce que ça va être un sacrifice mortel pour un ensemble d'enfants de notre pays et ça, ce n'est pas bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser à ça et travailler à ce que les cours puissent reprendre, mais en réunissant un certain nombre de conditions qui permettent donc d'assurer aussi la sécurité donc des sanitaires des élèves. On ne peut pas aussi reprendre à n'importe quel prix. Avec les fêtières du privé, on a échangé. Donc, ils ont des besoins qu'ils ont exprimés. Donc, ces besoins donc, sont à l'étude. Donc, ils ont été approchés et ils ont exprimé un certain nombre de besoins, tout en accompagnant donc, le plan de riposte. En étant d'accord avec, ils ont formulé quelques besoins. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu d'arbitraire? Moi, en tout cas, je n'ai pas reçu de personne qui soit venue me dire qu'il y a eu de l'arbitraire et tout. Je n'ai pas reçu. Donc, j'ai dit, par contre, que là où il y a eu effectivement des erreurs qui ont été donc justifiées par l'administration ou les personnes, donc ces erreurs ont été totalement corrigées. Et le rétablissement du salaire du mois d'avril a été fait, même si la sollicitation est venue pas de tout le monde, d'une partie des syndicats, mais ce que nous avons fait, nous n'avons pas fait que pour ces syndicats, nous l'avons fait pour l'ensemble des structures syndicales, pour lesquelles, pas pour les syndicats, mais les agents
pour l'ensemble des agents effectivement qui étaient concernés. Et j'ai précisé qu'il y a quelques agents pour lesquels cela n'a pas été fait parce que justement il y avait des problèmes techniques de paramétrage. Voilà. Maintenant, il y a aussi des agents pour lesquels les salaires devaient être suspendus au mois de mars. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons de paramétrage. Par souci d'équité, ces salaires aussi ont été suspendus. Donc c'est bon d'être très précis là-dessus pour éviter tout équivoque. Alors, est-ce qu'à la reprise, on va évoluer sans eux? Non, c'est pas... notre objectif n'est pas d'évoluer sans eux. On continuera les discussions qui ne sont pas arrêtées. Nous continuons toujours de discuter. Nous allons discuter et notre souhait, c'est que quand on va reprendre, que chacun puisse donc s'engager à une bonne reprise. Maintenant, tous les préalables, éventuellement, on va les examiner ensemble et on va continuer la discussion. Nous n'avons pas mené de discussions spécifiques avec des enseignants qui sont dans le privé. Nous ne les connaissons pas. C'est avec les fêtières. Donc, il y a l'UNEPEL, l'Union nationale des établissements privés laïcs. Il y a le Secrétariat national de l'enseignement catholique. Il y a la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina. Il y a la Fédération des associations islamiques du Burkina. Nous avons discuté avec l'ensemble de ces fêtières-là qui gèrent les établissements privés dans notre pays. Et à l'issue de nos échanges, et à l'issue de l'examen du projet de plan de riposte, donc ils ont formulé, spécifiquement l'UNEPEL a formulé donc un certain nombre de souhaits d'accompagnement, donc matériel et financier, pour leur permettre, en cas d'ici là, de pouvoir être dans de bonnes conditions, aussi bien pour la reprise, mais que pour l'achèvement de l'année scolaire. Et ces conditions étant matérielles et financières, sont à l'examen au niveau du gouvernement pour voir donc quel type de réponse pourrait être apportée. Et c'est dans ce cas, justement, dans ce cadre, effectivement, que ces questions aussi pourraient être regardées, parce que l'accompagnement financier qui a été formulé parle aussi de questions de prise en charge de certains aspects liés à des salaires et à des vacations au niveau du privé.